Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! Lorsqu'on voit la crise du logement et de l'itinérance qui sévit présentement au Québec, la discrétion des architectes et des urbanistes étonne dans la situation actuelle. On les entend peu dans le débat public et pourtant, ce sont des crises qui touchent directement à leur champ d'expertise, l'habitabilité de la ville. Oui, toute forme d'architecture est un geste social en soi, mais on devrait collectivement pousser encore plus loin vers un véritable engagement social pour l'ensemble de la production architecturale. Bref, les architectes assument-ils suffisamment leur rôle social? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Hey, bienvenue à Autre Perspective, un nouvel épisode. Ici Marc-André Carignan, Greg à la coordination. Bonjour Greg. Bonjour. Greg. On a l'impression parfois que l'architecture sociale, c'est comme une sous-branche de l'architecture. Il y a des bureaux qui se dédient à 100% dans l'architecture sociale, dans les projets sociaux. Puis pour d'autres, c'est des projets pro bono. Puis on ne qualifie pas nécessairement sa production comme étant de l'architecture sociale. On fait les projets pro bono dans l'année et tout ça. Donc, on avait un peu le goût d'aborder cette question-là sur la perception d'architecture sociale dans la profession et dans la société, peut-être même un peu plus en général. Toi, tu te situes où exactement dans ta pratique? Mais écoute, j'ai la naïveté de croire que je travaille sur les aspects sociaux. On travaille au bureau sur des projets d'envergure, des projets publics. On essaie de redonner l'espace public aux gens, à la communauté. Mais j'avais surtout envie de parler d'un projet en particulier sur lequel j'ai travaillé récemment. Un projet bénévole que j'ai réalisé avec des collègues architectes et l'accompagnement de l'organisme Architecture sans frontières pour revoir la cour intérieure d'un organisme, Maire avec pouvoir à Montréal. Puis ça a vraiment été une belle expérience. Donc, c'est un projet pro bono. Là. Oui, exact. Okay. C'était la première fois que je faisais ça. Une expérience à tous les niveaux, une expérience très humaine, très pure, qui fait changement des contextes auxquels on est habitué dans la pratique. Bref, je le conseille vraiment à tout le monde de faire ce genre de projet-là. Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, ça se fait bien. Il faut juste prendre le temps, prendre un pas de recul et tout se fait naturellement. On a été bien accompagnés d'ailleurs. Notre accompagnatrice est là aujourd'hui. Quel heureux hasard. Tout est dans tout. Alors, parmi nos invités, Olivia Daigneault-Deschênes, qui est architecte pour l'organisme Architecture sans frontières Québec, artiste et candidate au doctorat à l'Université de Montréal. Bonjour, Olivia. Bonjour. Également, Élodie Simard, qui est associée principale pour la firme Lafond Côté à Québec. Allô. Bonjour. Allô. Et Jean-Christophe Leblond, qui est architecte pour la coopérative d'architecture Pivot. Bonjour. Et merci d'être là. J'aimerais ça apprendre à vous connaître un peu. On s'est croisés à différentes reprises à travers des événements, des galas et des choses comme ça, mais je serais curieux d'en savoir un peu plus. On n'a jamais abordé vraiment votre parcours et pourquoi, dans ce cas-ci, vous êtes tombé dans la marmite de l'architecture sociale. Je commencerai avec Élodie. Comment et pourquoi? Oui, c'est une super bonne question. Honnêtement, ça vient vraiment de loin. Je pense que quand tu as ça en dedans de toi, c'est vraiment des valeurs profondes qui t'habitent. Puis, tu sais, disons, personnellement, comment est-ce que c'est venu un peu m'interpeller, c'est que, tu sais, je trouvais que les projets d'architecture sociale étaient intéressants, mais tu sais, moi, je voulais être médecin sans frontières, là, à la base. Là. Tu sais, c'était ça que je voulais faire dans la vie. Quand je suis arrivée un peu plus du côté médecine, j'ai fait « Oh, non, ça n'a pas tant pour moi. » Puis mon côté créatif, puis tout ça, est vraiment venu faire que je vais vraiment plonger dans l'architecture. Puis moi, j'ai été élevée dans des HLM de Québec. Puis pour de vrai, je pense que c'est ça. C'est vraiment désagréable de te faire taguer comme individu parce que tu habites dans un milieu X. Puis la création de milieu de vie, pour moi, là, je pense que c'est intrinsèquement hyper important personnellement. Puis je pense que quand je travaille les projets puis que je porte mon équipe vers ça, c'est pour contrer un peu cet effet-là de dire c'est pas parce que tu as un îlot, c'est pas parce que tu as fait toutes des maisons pareilles ou que tu es dans un esprit un peu plus HLM que tu vas être une personne X taguée, pauvre, avec plein de négativité par rapport à qui tu es comme individu.
Fait que nous, là, honnêtement, quand je prends un projet puis on vise toutes les clientèles, notre objectif, c'est vraiment de dire on veut faire du beau pour tout le monde. Que tu te peignes sur le côté, que tu aies une craque au milieu, que tu n'aies pas de cheveux, on s'en fout. L'idée, c'est que tu aies vraiment un bel endroit pour habiter. Puis la collectivité autour de nous va juste adhérer à ça si tu fais du beau. Tu sais, tout le monde, ça leur tente pas d'habiter dans un endroit qui fait type bloc brun HLM des années 50. Ah, mais ça, d'ailleurs, on va y revenir. On a une belle question là-dessus, mais je veux juste prendre le temps. Mais donc, le vécu, je trouve ça intéressant. Donc, le vécu t'a amené indirectement ou inconsciemment, selon ce que tu dis, un peu à ta pratique d'aujourd'hui. Jean-Christophe, premièrement, Pivot Architecture, une coopérative au Québec, juste en partant, on dirait que ça envoie un message. C'est un esprit différent, j'imagine? Oui, en effet, on s'est formé en tant que coopérative. C'était une intuition, je dirais. Mais c'était une intuition qui était portée par cette notion qu'on ne trouvait pas nécessairement notre place ailleurs dans la pratique. On trouvait notre place ni en tant qu'employé, ni en tant que patron. On était des gens qui étaient passés à travers plusieurs firmes, qui avaient des fois travaillé à leur compte. Puis on essayait vraiment de trouver un contexte qui nous permettrait d'avoir des relations de travail différentes de ça. C'est en quelque part en résonance avec le monde qui nous entoure aussi. Et puis ça vient définir les relations qu'on établit avec le contexte social dans lequel on pratique. Et là, le côté engagé, toi, un peu plus personnellement, comment t'as plongé de ce côté-là? Bien, je me rends compte que moi aussi, c'est quelque chose qui remonte à très, très loin parce que ma première volonté de devenir architecte, c'était très clairement parce que je vivais à Montréal chez mon père. Ma mère vivait à Sherbrooke. Je faisais le transit de temps en temps. Puis c'était de traverser les banlieues. Puis je me disais que c'est un rapport au territoire qui n'a aucun sens. On doit pouvoir faire autrement que ça. Et puis ensuite, après l'école d'architecture, ou à travers l'école d'architecture, mais surtout à travers la pratique, je me suis rendu compte que les termes de la pratique qui font qu'on construit certaines choses, en fait, les architectes ont très, très, très peu de contrôle. Je veux dire, c'est un promoteur qui décide de transformer des champs et de faire un nouveau développement de banlieue. Ensuite, l'architecte peut décider ou non de faire le projet, mais ce façonnage du territoire, il est fait par des forces qui ont très peu à voir avec nos compétences du territoire en tant qu'architecte. Mon Dieu, vous vous ouvrez à nous aujourd'hui. Ça doit être le petit verre de vin. Je trouve ça le fun. Non, mais c'était l'objectif d'apprendre à vous connaître. Olivia, toi, Architecture sans frontières Québec, je veux dire, c'est un choix conscient. Tu as appliqué là-bas, tu travailles. Donc, pourquoi tu as appliqué là? Oui, je pense que le fait de m'engager chez Architecture sans frontières il y a bientôt 4 ans, c'est là où j'ai pu concrétiser un désir d'être engagée comme architecte. Je pense que ça vient au courant de ma formation en architecture. Tout ça, j'ai été super interpellée par la dimension sociale quand j'ai découvert Yangel puis Jane Jacobs assez tôt dans mon bac. Ça m'a vraiment beaucoup accrochée. Puis, à un moment donné, j'ai eu mon éveil féministe pendant ma formation en architecture. Et j'étais vraiment, vraiment habitée. C'était presque de l'ordre de l'obsession de comprendre comment est-ce que mon désir de m'inscrire dans les luttes féministes allait rencontrer mon choix professionnel d'être architecte. Puis, donc, j'ai eu la chance un peu de me pencher sur cette question-là dans le cadre de mes études, de ma maîtrise. Mais après ça, je suis sortie, puis il fallait trouver un emploi. Puis, je suis tombée dans un emploi plus conventionnel où, au quotidien, j'avais moins de marge de manœuvre pour être dans une posture plus engagée. Et donc, c'est vraiment lorsque j'ai intégré l'équipe d'Architecture sans frontières que ça a commencé à faire partie de mon quotidien, que j'ai pu explorer certaines notions, puis commencer à travailler avec le milieu communautaire qui m'a énormément appris, qui m'a ouvert sur de nouveaux horizons et aussi être en contact avec des personnes. On a beaucoup travaillé dans le milieu d'itinérance, donc des personnes qui vivent ou qui ont vécu l'itinérance, qui a forgé un peu ma vision de l'architecture engagée. Oui, parce que tu travailles avec toutes sortes de clientèles. Tu as parlé d'itinérance, les communautés autochtones. Bref, vous allez vraiment dans divers horizons. Et j'imagine, on parlait de cheminement tantôt, puis Grégory, je demandais est-ce que c'était déstabilisant? C'est ça, c'est des vécus, c'est des réalités dont on entend parler à gauche, à droite dans les médias, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment étudié, qu'on n'en a pas vraiment discuté avec ces gens-là, j'imagine qu'il y a quelque chose de... Ça doit être tellement humain comme pratique, là. Oui, moi, je crois beaucoup à l'expérience de l'inconfort pour justement acquérir une nouvelle compréhension du monde, là, en autant que ça soit à un niveau tolérable. Mais
j'estime que depuis ma sortie de l'école de l'architecture, je suis dans un processus de déconstruction de ma pensée, puis d'être en contact avec des réalités autres. Ça permet ça aussi. Je te voyais hocher de la tête, Jean-Christophe. Je te sentais interpellé. Je pense justement que ce qui manque dans le milieu de l'architecture, et ce qu'il y a déjà eu à d'autres époques, il faut dire que l'engagement politique en architecture, ça fait partie de beaucoup d'époques. Je pense évidemment à l'époque du Bauhaus où les architectes étaient intimement impliqués dans la réflexion sur les réalités sociales qui devaient être créées pour sortir d'un certain contexte de crise aussi. Et qui s'est manifesté politiquement dans des villes comme Vienne, évidemment, avec la Vienne rouge, et puis donc un mouvement de construction de logements sociaux et d'espaces publics qui a impliqué toute la société, dont évidemment les architectes. Dans les années 50 et 60, je pense à l'atelier de Montrouge en France. Donc, les pratiques de l'architecture qui étaient axées vers une réflexion sur le rôle social des architectes, ça remonte à il y a longtemps, et on est dans une époque où, au contraire, cette tendance est devenue extrêmement faible. Il y a un désengagement profond par rapport à la pensée critique des architectes. Donc, je hochais simplement parce que dans la démarche que Olivia exprime, il y a cette démarche critique profonde. Mais la première chose qu'on peut faire pour être engagé en tant qu'architecte, c'est au moins d'avoir une posture critique et de l'exprimer. Est-ce que vous considérez que dans la formation, on parle assez des enjeux sociaux? Est-ce qu'il y a assez de projets qui impliquent des programmes à vocation sociale? Olivia, je crois que tu as donné un atelier à l'Université de Montréal. Est-ce que c'est suffisant, un atelier durant le parcours? Non, clairement pas. Je pense qu'il y a énormément de chemin à faire. En fait, de mon expérience aussi de la session dernière, je pense que le changement puis l'intégration des questions sociales va vraiment passer par le corps étudiant. Les étudiants en ont vraiment envie, le demandent, l'exigent. Et j'encourage les étudiants à être vocales parce que sans étudiants et étudiantes, il n'y a pas d'université. Donc, ils ont un rôle important à jouer. Mais je pense que non seulement à l'école d'architecture, on ne parle pas assez des questions sociales, mais il y a même un formatage qui se fait à l'école d'architecture qui est vraiment nuisible pour ensuite l'engagement que peut avoir des architectes. Tu sais, je parlais de déconstruction, mais c'est aussi, il y a quand même une dimension identitaire pour moi à l'école d'architecture. On nous apprend vraiment, OK, voici, ça va être ça, vos référents, ça va être ces personnes-là que vous allez admirer. Puis il n'y a pas beaucoup de place à ce que, mettons, les étudiants peuvent amener leur propre bagage et pas valoriser. Mais moi, en tout cas, je suis d'accord avec Olivia sur le fait que je le sens, moi aussi, que les étudiants ils veulent ça. Tu sais, exemple, j'ai une étudiante américaine qui a cherché, puis qui a fait des études en France, puis qui a cherché à faire de l'architecture sociale parce qu'en France, la sociologie est imbriquée dans l'architecture dans plusieurs pratiques courantes, là. Puis elle est venue taper à notre porte chez La Foncôté pour venir travailler chez nous en partant, tu sais. Puis c'est un exemple que je vous donne, mais parmi plein d'autres qui arrivent puis qui disent « Hey, nous, on aimerait ça, faire ça. » Mais c'est parce que ça vient, je trouve, c'est comme si on essayait de dire que l'architecture sociale, c'est comme un domaine à part. Mais c'est pas ça. Tu sais, pour moi, ça fait juste partie du day-to-day. Moi, j'aimerais ça justement que ça soit pas un peu... ça fait un peu, on cible l'architecture sociale, puis là, après ça, on se demande si c'est pas dans ma cour ou ci ou ça. Mais quand on est tous des individus à part entière, fait que de venir un peu catégoriser ça au niveau de l'architecture, c'est comme on vient catégoriser l'humain aussi derrière ça. Hein? Fait que ces questions-là sont profondes, là, qui fait que la plupart du monde sont intéressés à faire de l'architecture pour le bien des gens tout court. Pas catégoriser l'aspect social de la chose ou une communauté ou X, Y, Z. T'sais, tant mieux si on est capable d'inclure, mais l'aspect inclusif de notre pratique, puis c'est rendu quand même un mot, on va dire, à la mode, là, inclusif, là, mais pourtant. Et pourtant. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a les architectes qui font de l'architecture sociale dans un bar, puis tu as les autres. Je trouve ça quand même intéressant. Oui, à l'école, il y a comme des catégories. C'est comme si tu pouvais faire de l'architecture numérique ou sociale, mais c'est pas nécessairement les deux mélangés, là. Tu es capable de faire ça. L'architecture numérique et sociale. Mais moi, à la même question, est-ce que c'est suffisamment abordé à l'école? Je réponds non et oui. Parce que normalement, au fondement de notre éducation, aussi imparfaite soit-elle, malgré toutes les faiblesses, et je suis d'accord, le conformisme écrasant de la formation, on touche à la sociologie, on touche à l'histoire de l'art.
quand on réfléchit à un quartier, on réfléchit à la mesure des outils qu'on a. Et j'ai pu participer aux critiques de l'atelier que Olivia a donné. Et puis, tous les étudiants, c'est clair que ça allait avec la thématique de l'atelier, mais tous les étudiants s'efforcent quand même de comprendre le contexte, aussi bien humain que physique, dans lequel ils vont s'insérer. Et pour moi, l'implication sociale, c'est un peu la suite logique de cette perspective systémique-là. Comment est-ce que tu peux être conscient d'un système global et puis pas te poser des questions sur la place des gestes que tu vas poser? Qu'est-ce que ça implique? Parce qu'elle a dit, au début, tu disais, je l'ai noté d'ailleurs, tu disais caring, fighting, que c'est pas facile de s'embarquer dans ce type de projet-là, parce que ça demande du temps. Tu sais, je pense à Ron Reside, qui est un peu, qui a été récompensé à gauche et à droite pour son implication sociale, puis il en fait du bénévolat, puis il est partout, puis, tu sais, une chance qu'il ne bille pas toutes ses heures. Enfin, il peut pas biller toutes ses heures parce que lui, il le fait pour l'amour de sa ville, l'amour de la profession et tout ça. Je serais curieux de t'entendre là-dessus par rapport... Puis là, je ne veux pas embarquer dans tous les programmes gouvernementaux puis les blocages qu'on a, bureaucratiques et tout ça. C'est peut-être pas à cet aspect-là, mais au niveau de la pratique, au niveau de la façon d'aborder les projets, au niveau de qu'est-ce que ça prend. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur. C'est parce que de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes des dieux, là, dans une certaine mesure. Non, mais c'est parce qu'on vous regarde aller et on est comme « Hey, tabarnouche, ça a l'air compliqué, ces projets-là. » Puis bref, je serais curieux de t'entendre un peu, de poursuivre la réflexion là-dessus. Caring, fighting. Oui, oui, c'est mon day-to-day. Là. Je vais t'expliquer un peu comment je vois ça. Non, mais on a du temps. On va t'expliquer un peu ça. Non, mais tu dis, faut pas trop s'attarder au programme gouvernemental, mais sauf que on prend un client X qui est un organisme communautaire. Ils connaissent pas le milieu de l'architecture. Eux, ils nous arrivent avec une liste d'épiceries de besoins, puis ils les mettent en interrelation sans le savoir pour créer des pièces puis des espaces. Puis... Fait qu'après ça, il faut que tu l'arrimes avec plusieurs types de personnes qui veulent arriver à un résultat, que je parle des gouvernements, que je parle des villes, que je parle de notre client, que je parle des GRT parce qu'ils font partie de notre vie puis qu'ils nous aident à réaliser les projets en général, dans les groupes de ressources techniques. Ça prend du multidisciplinaire qui se parle ensemble puis qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment efficace. Sauf que c'est dur de faire parler tous ces gens-là ensemble pour arriver à un résultat. Puis une des choses qu'on ne parle pas, mais l'architecture sociale est souvent sur les sites les plus difficiles des villes. Parce que, justement, un promoteur privé, il se dit en partant, avant que j'aille... Il nous case sur les résidus. Ben oui, mais ça devient intéressant parce que souvent, c'est des trous dans la ville qui sont bien placés. Honnêtement, c'est pas une question géographique. C'est une question souvent de contraintes de site du genre on n'a pas de place pour mobiliser une grue. Quand tu arrives vraiment dans Saint-Roch ou vraiment dans Saint-Jean-Baptiste ou quoi que ce soit, tu as des mini-rues, tu as des one-way partout. De venir mobiliser un chantier avec une grue puis une pompe à béton, il faut que tu y penses pareil de comment installer le projet. Il faut que tu sois hyper créatif pour arriver à donner ce résultat-là dans moins de pieds carrés, dans une standardisation de plan, parce qu'on se fait demander un prix à la porte pour livrer des projets. Présentement, exemple, avec le requis du nombre de logements qui est manquant dans nos villes, bien là, on arrive avec, on a un budget global, fédéral, provincial, ville, qui fait qu'il faut arriver à ce nombre de logements-là. Puis là, si tu présentes des projets qui sont trop chers à la porte, bien, tu les fais pas. Puis ce serait ça qu'on voudrait comme gouvernement. On voudrait donc bien standardiser la production de logements. Un 3,5, il pourrait se ressembler et être tout le temps pareil. C'est impossible de réfléchir comme ça, nos projets. Mais juste de demander un prix par porte. C'est ça, je sais que les journalistes aiment bien ça, mais entre toi et moi, l'art de déshumaniser un projet, un prix par porte, c'est que ça, c'est exactement comme en architecture scolaire, dire c'est tant d'élèves par mètre carré. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas ça la vie, là. J'aimerais juste réagir parce que exactement, puis c'est une réflexion qu'on a beaucoup chez Pivot aussi, c'est que si tu veux que le geste porte, si tu veux que l'argent qui est investi dans un projet ait vraiment un impact social réel, il faut que le projet soit conçu pour les spécificités de l'organisme ou de la communauté ou des citoyens auxquels il s'adresse. Exact. Et un des problèmes de la crise du logement, c'est pas juste le nombre de logements disponibles, c'est l'inadéquation entre ce qui est construit et
les besoins de la population. Parce que la logique ambiante qui est comme omniprésente, c'est l'idée que le marché permet qu'il y ait un rapport qui s'établisse entre les besoins des gens et ce qui se construit. C'est pas vrai. Le marché établit un rapport entre la demande et ce qui se construit. La demande n'a rien à voir avec les besoins d'une grande majorité de la population. Je veux dire, en ce moment, je pourrais juste rapidement dire, Griffintown, le centre-ville de Montréal, selon le recensement de 2021, 30% des logements ne sont pas des résidences principales. Ça veut dire 30% des logements dans ces quartiers-là ne servent pas à résoudre la crise du logement et ne répondent pas aux besoins des gens. Ils répondent à une demande pour des pieds-à-terre, pour des investisseurs, pour des Airbnb. Et donc, dans cette logique-là de marché, on peut peut-être standardiser, dire il manque tant d'unités, il faut produire tant d'unités. On parle d'écologie. Je veux dire, c'est quoi le gaspillage de ressources intenses qui a lieu pour construire des trucs qui répondent à une demande de plus en plus pour des produits d'investissement? J'ai lu un article récemment sur le fait qu'à Toronto, il y a des quantités de condos vides qui ont perdu énormément de valeur parce que ces condos-là n'ont jamais été construits pour être habités. Ils ont été conçus pour servir de produits financiers, offrir des opportunités d'investissement, mais ils n'avaient pas de valeur utilitaire. Donc voilà, ça me fait juste penser à ce que tu disais parce que tu parlais du fait que le gouvernement aimerait ça standardiser, mais en standardisant, on réduit la pertinence de ce qu'on construit. Non seulement ça ne répond pas aux besoins de la population, mais en plus, ça contribue à exacerber les problèmes parce que là, finalement, l'architecture, on voit, va devenir un instrument pour accélérer des processus comme la gentrification qui mènent des gens à la rue. Donc, moi, c'est une conversation que j'ai envie d'avoir aussi quand on parle d'architecture sociale. Comment est-ce que la production architecturale s'inscrit aussi dans ce qui cause des inégalités? Moi, je pense que c'est comme une des premières conversations qu'on doit avoir. C'est inconfortable d'avoir cette conversation-là. Mais comment est-ce que notre travail au quotidien, même si on se dit, est-ce qu'on fait assez? C'est ça la prémisse de l'épisode. Qu'est-ce qu'on fait qui est nuisible puis qui va dans le sens inverse que là, de où est-ce qu'on aimerait aller? Comment est-ce que la production architecturale au Québec contribue à la crise du logement au Québec? Comment est-ce qu'on contribue à la crise de l'itinérance, etc.? On pourrait même aller plus loin. C'est que l'architecture, en ce moment, puis quand on parle d'unités, puis on faut sortir des unités, c'est pour... Tu sais, les villes aussi, on ne se le cachera pas, c'est pour générer des taxes foncières. C'est une façon de financer nos villes et non pas dire... Puis je reviens à ce que tu disais, Jean-Christophe, là, c'est ça, de dire, tu sais, c'est quoi les besoins, comment on devrait faire évoluer la ville, comment on devrait avoir un regard critique. Ben non, le regard critique est difficile à avoir quand c'est ça qui te nourrit en tant que municipalité et autres. Fait que on pourrait aller très loin dans cette analyse. Oui, tu allais dire, Jean-Christophe, vas-y. Par rapport à deux choses que vous aviez dites, parce que ça ramène la question du pro bono. On fait de l'architecture qui est nuisible. Encore une fois, je sais que c'est inconfortable de le dire, mais on fait de l'architecture qui empire la crise du logement. On fait de l'architecture qui empire la crise écologique. Mais cette architecture-là est rémunérée. Puis quand on parle de social, ben, tout d'un coup, on se dit qu'il faut faire du pro bono. Et je me demande pourquoi l'architecture qui contribue positivement à la société est si systématiquement dévalorisée qu'il faut, comme vous avez dit tantôt, comme séparer l'architecture sociale comme étant une espèce de truc distinct de l'architecture, entre guillemets, normale. Ben non, ça devrait être valorisé. On ne devrait pas avoir à choisir. Si on considère que cette architecture sociale qui est faite soit pro bono, soit pour des honoraires moindres, puis qu'on se dit que c'est comme notre contribution positive à la société, bien, ça veut dire c'est quoi le reste de notre production architecturale qui nous permet de financer cette soi-disant architecture sociale? Est-ce que on fait un 80% d'architecture nuisible pour pouvoir financer le 20% d'architecture bénéfique? J'aime tellement cette conversation en ce moment. ça me sort, en fait, ça sort du quotidien. Non, mais c'est vrai, c'est des fondements auxquels on devrait se questionner davantage. Puis c'est un peu pour ça qu'est là le balado. Vous avez abordé la question de l'aspect consultatif. Jusqu'à quel point, en fait, parce que de consulter, ça prend du temps. De consulter, c'est de plus en plus demandé. Les villes veulent consulter. Les promoteurs doivent dorénavant consulter. Il y a comme des formules, puis on est en train de standardiser un peu la consultation et tout ça. Mais on s'entend que
pour bien des architectes, ou bien des gens, en fait, je vais l'élargir large, ça peut emmerder de faire ces consultations-là. Jusqu'à quel point ça change des projets? Parce que c'est sûr que tout le monde va vouloir plus de verdure, va vouloir... bref, certains oui. aspects qui reviennent toujours, les classiques de consultation publique, mais jusqu'à Mais- quel point ça transforme votre projet? Ben oui, ça le fait parce que si je parle de projet plus d'architecture sociale, parce que c'est ce que je fais, bien, honnêtement, ça peut juste aider à l'acceptabilité du pas dans ma cour. Là. Parce qu'il y a encore ça, l'acceptabilité d'un projet social qui est ton voisin. Il y a bien du monde, puis je les juge pas. Là. C'est souvent, ils le savent pas, là, qui va habiter là. Il y a tout de suite une étiquette de mise sur la personne, mais quand tu peux ne pas le savoir, tu la croises à l'épicerie, n'importe où. Fait que rendu là, de venir contribuer puis d'écouter ce qu'ils veulent, si tu ajoutes de la verdure, puis que tu peux l'intégrer à ton projet en amont, puis ça fait la différence pour que tu acceptes ton voisin, puis que ça fasse que ton quartier est beau. Fait que, honnêtement, j'en ai fait plusieurs consultations, puis au début, c'est vrai que tu es comme, ouais, qu'est-ce qu'ils vont vraiment dire? On ne pourra pas nécessairement l'intégrer, mais on peut être surpris des bonnes idées qui sont sorties de là. Puis c'est bien sûr que tu ne les mets pas toutes en application, mais s'il y en a une ou deux qui ressort, parce que souvent, c'est les mêmes. Tu parles de verdure, c'est souvent... Ben non, mais c'est l'art public, c'est ça, c'est le verdissement. C'est tout ça, là, la plupart du temps. Mais il y a aussi du monde qui dit « Je veux pas ça trop haut. Je veux garder telle affaire. Est-ce que le CPE va être démoli? Est-ce qu'il va être réintégré dans le projet? » Tu sais, quand tu entends tous des besoins un peu plus de quartier, là, tu te dis, ben peut-être que le client il est là, peut-être que la ville veut collaborer, peut-être que justement, tous ces acteurs-là peuvent se mobiliser pour que le projet se fasse. Olivia? Au-delà de la consultation, j'ai envie de parler de co-création et de co-conception. C'est surtout vers là, dans le cadre de notre pratique chez Architecture sans frontières Québec. C'est vrai qu'on a une pratique un peu en marge, donc c'est vraiment différent, puis ça peut être plus difficilement applicable à un projet plus conventionnel. Mais pour moi, c'est clair que c'est hyper important, surtout lorsque les usagers et les usagères projetés pour le projet leur réalité est loin de la norme. Si c'est des personnes qui appartiennent à une communauté qui est marginalisée ou qui est invisibilisée par la société, donc on comprend mal leur réalité. On n'a simplement pas les outils pour bien comprendre leurs besoins. Donc, pour moi, d'abord, ça vient pas d'une obligation, mais d'une posture d'humilité, d'être comme, est-ce que si un bureau s'engage à faire du logement social pour des personnes qui ont vécu la rue, est-ce qu'il y a au sein de leur équipe d'architectes des personnes qui ont vécu la rue puis qui comprennent, tu sais? Souvent, non. Donc, on a besoin d'aller chercher ce savoir-là. Fait que c'est de faire croiser le savoir professionnel des architectes avec le savoir d'expérience des personnes, des usagers, des usagères au sein de démarches. Et puis, si on fait des démarches, puis finalement, on se dit, ben c'était de l'ordre de l'évidence, je le savais déjà, il y a peut-être quelque chose dans les méthodes qu'on n'ait pas été capable d'aller chercher l'information nécessaire. Fait que pour moi, une des raisons, c'est qu'on a besoin de cette expertise-là qui nous manque autrement. Puis l'autre raison, c'est justement pour répondre à des revendications que si on est des architectes puis on se dit, OK, je veux travailler pour les communautés marginalisées, mais il y en a beaucoup là-dedans qui disent, j'aimerais ça être sur la table décisionnelle, puis j'aimerais ça avoir mon mot à dire, j'aimerais ça partager mon histoire. Il y en a qui vont dire, pas de conversation sur nous sans nous. On veut faire partie de la conversation. Donc, à ce moment-là, ça devient comme un incontournable de s'engager dans la co-création. Puis je dis co-création, co-conception plutôt que consultation parce que ça les sort de... La consultation, c'est une posture un peu passive. Les personnes restent dans une posture passive, ils vont partager leurs idées, on en prend possession comme architecte, puis on active leur idée. La co-conception, ben là, c'est un croisement de regards, puis ils sont plus engagés pour le bien de l'impact du projet. Nous aussi, on a énormément de réflexions sur ces démarches-là, justement, parce qu'on en fait beaucoup aussi. Puis pour que ça ne soit pas juste des démarches pour comme acheter une certaine acceptabilité de la part de, même pas de la communauté plus large, des fois même juste de nos clients. Parce que ce qui aide à ce que nos projets soient forts, c'est quand on a des clients qui sont engagés et qui nous poussent. Puis ça, on l'a vécu dans plusieurs projets. Je veux dire, si tu as des clients qui disent « Non, moi, je veux telle chose », mais ça te donne une force en tant qu'architecte quand tu confrontes les politiciens, les pouvoirs publics, les fonctionnaires, les bailleurs de fonds. L'autre chose, c'est que ça permet la constitution d'une communauté dès la phase conception d'un projet.
Et ça, on l'a vécu avec le projet Coop 1000, où toutes les réunions en amont avec le groupe de citoyens fondateurs de la coop les a permis à eux de consolider leur vision en termes du milieu de vie qu'ils voulaient entre eux. Le processus de conception et de réalisation du projet a contribué à construire la communauté dans laquelle ils voulaient vivre. Et puis ensuite, il y avait un troisième élément, oui, c'est l'aspect éducatif. Le public ne comprend pas nécessairement ce qu'on fait, nous les architectes. Et bien, la co-conception, c'est une excellente façon de leur permettre de comprendre la complexité de ce qu'on fait. Et donc, de s'impliquer de façon plus constructive dans le projet, plutôt que d'être souvent défensif, parce qu'on est comme les experts qui sont dans une position de pouvoir par rapport à eux. Donc, ça joue ces trois rôles-là qui sont très importants, selon moi. Puis, tu sais, faire de l'architecture sociale, ça nous porte à parler à des individus comme si on était en pratique privée d'un individu, genre maison, là. Parce qu'on parle à le monde qui vont l'habiter versus un condo que tu sais pas qui va l'habiter. Mais quand tu travailles pour un groupe communautaire avec des besoins bien précis, mais là, tu es vraiment dans quelque chose de très, très concret, là. Tu peux pas mettre ça à telle place ou à telle place sans avoir son approbation parce qu'il va le vivre, l'espace. Tu as tellement raison. Et puis, ça enrichit notre propre pratique. Oui. Je vous donne cet exemple concret, mais qu'un an après la prise de possession de Coop 1000, il y a eu un souper à la coopérative pour commémorer ça. Et puis, ma collègue et moi, on a été invités. Et puis, on a pu faire l'expérience de la communauté qui s'était construite sur ce lieu-là. Je pense une des plus belles expériences professionnelles qu'on peut avoir. Mais oui. C'est juste une aparté avec ce que tu dis, mais à Québec, on avait la journée de la culture la semaine passée, puis c'était la culture qui fait du bien, le thème de cette année. Puis il y a un de nos projets que c'est Pêche, dans le fond, c'est un organisme communautaire que vous connaissez peut-être. Mais ces clients-là, je veux dire, on a présenté pendant 3 jours aux Journées de la culture ensemble. On a fait visiter à la communauté le projet, puis pourquoi il a été créé comme ça. Fait que ça, je veux dire, de promouvoir ça aux Journées de la culture, c'était la première fois qu'on le faisait, puis on a vraiment senti un engouement de la communauté envers ce type d'architecture-là parce que c'est méconnu. Tu as le goût de juger un peu pourquoi qu'on ferait si beau pour des personnes toxicomanes puis mal en point, puis tu sais, qui ont toutes les raisons du monde d'être délaissés par la société. Mais pourquoi nous autres, on en prend soin de moins? Mais quand tu sors d'une visite comme ça, tu te dis « Ah, ouais, je comprends pourquoi qu'ils le font. » Puis tu aurais le droit d'avoir un jugement X, Y, Z, mais au moins, tu comprends le processus mental qui est derrière ça. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un bel exemple de qu'est-ce qu'on peut faire. Justement, il y a un critère qu'on entend souvent quand il est question d'architecture sociale, notamment de certains élus, c'est qu'il ne faut pas que ça ait l'air de coûter cher. Il faut que ça ait l'air d'avoir été économique. Il ne faut pas qu'on ait eu l'air de faire de l'architecture luxueuse. Exact. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous le vivez? Puis est-ce qu'il y a moyen de passer par-dessus ça? Oui. Mais exactement comme tu disais tantôt, c'est une lutte. Puis je pense que ce qui était beau avec... Je me souviens plus exactement c'était quoi la phrase que tu avais utilisée, mais il y avait... Caring and fighting. C'est que lutter, c'est pas toujours contre quelque chose, c'est aussi pour quelque chose. Et puis donc, ça me rejoignait beaucoup quand tu disais ça. Parce que justement, ça, arriver à une réelle architecture de qualité et dire ça vaut la peine d'investir, c'est une lutte. Puis on utilise toutes les stratégies qui nous sont à notre disposition pour y arriver. Utiliser, par exemple, les attentes d'un CCU ou d'une municipalité, puis les opposer avec les limites d'un programme de financement et dire ah ben vous voulez que ça se réalise, mais regardez, il va falloir... il faut vraiment ruser pour y arriver, mais je pense que c'est extrêmement important, pour toutes les raisons qui ont été nommées, de ne pas stigmatiser les gens qui sont dans une posture plus vulnérable dans la société et pour le bien commun de tout le monde. Moi, j'ai tellement été marqué à Radio-Canada sur le site. C'est encore là sur le site, je l'ai vérifié récemment. Il y a un architecte, ça faisait longtemps qu'on au centre-ville de Montréal, dans tel secteur, il n'y avait pas eu de logement social abordable et tout ça. Et finalement, pour essayer de maximiser le lot, ils ont permis qu'il y ait un peu moins d'espace vert au sol, tu sais, le fameux 10 % parc. Et donc, ils sont allés un petit peu plus en hauteur. Et là, l'architecte a dit, à la place, on va faire une terrasse sur le toit. Tu sais. Et là, la citation est là dans l'article de Radio-Canada qui dit, on a été obligé de couper cette terrasse sur le toit parce que ça avait l'air trop luxueux. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je me dis, coudonc, au Québec, c'est quoi? Et j'ai entendu d'autres témoignages d'architectes se faire dire... C'est des cas vécus là, dans ton coin, il l'a dit d'ailleurs.
Qui se sont fait dire, hey, t'es rendu 3D, là, sont vraiment beaux. Là. Les citoyens ont l'impression qu'on a dépensé des fortunes pour ça, alors qu'ils rentraient dans le budget et que les appels d'offres étaient sortis dans le budget. Et donc, il fallait comme qu'ils downgrade la qualité de leurs images 3D parce que ça pouvait donner... C'est quoi ce malaise-là au Québec? Puis là, ça doit vous toucher encore plus, vous, dans votre secteur, je ne peux pas croire. Honnêtement, moi, je vis pas ça. Mais il n'y a pas donc cette forme, un peu comme disait Jean-Christophe, de stigmatisation un peu de... Oui, mais sauf que j'adhère tellement pas à ça que, tu sais, je contrains ça au maximum. Parce que je me dis, nous, on construit avec de l'argent public des bâtiments pour 50 ans et plus, on va dire, minimum, avec des organismes communautaires qui n'ont pas une scène pour les entretenir. Fait que rendu là, est-ce que je vais mettre des parts matchées sur un bâtiment? Est-ce que je vais mal l'isoler? Est-ce que je vais mettre des mauvaises fenêtres? Couper des espaces publics? Est-ce que je vais couper des espaces publics ou communs? Est-ce que je vais enlever du verdoyant quand ça va juste payer pour le quartier au complet? Ben non, on le fait pas. Honnêtement, je suis chanceuse, là, on le fait pas. Mais est-ce que cette pensée-là est derrière? Oui, mais honnêtement, déjà qu'on a quand même l'espèce de préjugé de OK, on fait du social là, mais si en plus, il faut que ça soit déprimant comme architecture, on veut tellement pas faire ça, il faut que ça passe comme incognito. Il faut que l'architecture soit aussi belle chez le voisin. Puis, tu sais, sans porter de jugement, mais un promoteur privé peut faire plus laid que de l'architecture sociale, puis avec les mêmes moyens. On a des exemples. C'est pas, mais tu sais, je veux dire, rendu là, j'aime le bleu, t'aimes le vert. Tu sais, fait que... Bon, il y a tellement à dire, mais d'une part, c'est vrai que dans le programme Axiologie, il y avait, et c'était écrit texto dans le guide, il y avait un critère de modestie. Oh! Donc, je pense que c'est une notion qui ne vient pas de la population en général. Non, c'est étatique. C'est une notion qui vient, comme tu dis, de l'État, de la gouvernance plutôt que de la base. Tu sais, je pense qu'il n'y a aucun organisme communautaire qui aurait peur d'avoir des trop beaux espaces. Je ne pense pas que la population, cette jalousie-là que les politiciens prêtent à la population qui pourrait être dérangée, que mes taxes vont payer un truc qui est trop beau pour tel segment de la population, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui ne vient pas de la base. Et qu'on voit on voit aussi dans les écoles, dans les maisons des aînés. Oui, les écoles, c'est quelque chose d'assez répandu. Ça, pour dire, l'apparence de surqualité. Après le Lab École, où on nous a fait miroiter qu'il y aurait une réelle intention de construire des lieux d'éducation pour notre avenir qui seraient inspirants, j'ai entendu la conférence d'une femme qui était une des architectes d'un des Lab Écoles à Québec, et qui a dit qu'elle est spécialisée en école. Elle dit que dans les projets qu'elle a fait depuis le Lab École, elle se fait dire qu'il faut que ces projets aient l'air de ne pas avoir coûté cher. Puis on parle des écoles primaires. C'est quand même scandaleux. Et cette demande-là, elle ne vient pas de la communauté. Elle vient des politiciens. Est-ce que ça peut être intimidant? C'est drôle parce que, justement, j'ai eu cette conversation-là ce matin dans un jury sur une question de... C'est un espace ouvert à tous, commun, public, Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti, là, puis c'est intéressant comme réflexion sur... Mais c'est tellement beau, ça réfère à quasiment un lobby d'hôtel. Ça en est presque intimidant pour certaines clientèles, peut-être un peu moins fortunées, tout ça, alors que est-ce que ça peut être intimidant de faire une architecture de qualité? Mais je pense que ce que tu disais est-ce qu'il y en a qui peuvent être intimidés, finalement? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire par là. Puis c'est vrai que on le voit des fois, des personnes qui vont vraiment avoir internalisé des discours, puis qui vont se dire « Ah, moi, je mérite pas ça. Puis moi, je mérite whatever le sort dans lequel je suis. » Il y a vraiment cet aspect-là d'internaliser. Par exemple, aussi en co-création, parfois, ça va être difficile de travailler pour que la personne exprime vraiment ses besoins à elle, plutôt que d'être dans une posture de comme « Ah, je projette ce que les voisins voudraient, genre je veux pas déranger, comment est-ce qu'on va être perçu, etc. » Donc, ça en dit long sur à quel point, en tant que société, on a échoué à offrir les espaces de dignité à certaines personnes, puis que c'est sûr que le saut, il est grand si t'as vécu dans la rue, puis t'as été dans des refuges, dans des sous-sols d'église sans lumière naturelle, puis là,
tu as accès à un espace de qualité adapté. C'est un grand tournant. Fait que c'est là aussi toute la complexité de comme est-ce que je suis en train, moi, de projeter des trucs justement que peut-être que j'ai moi-même internalisé de magazine, puis là, je l'applique à une communauté, puis ça répond pas à un besoin. Ou bien je travaille avec ces personnes-là à, justement, encore une fois, genre déconstruire, puis de dire non, en fait, on mérite ça en tant que... Puis c'est le geste qu'on va faire en tant que société vers... C'est ça. Toutes ces questions-là, en fait, quand on réfléchit à la justice spatiale, c'est super complexe, tu sais. Dans votre pratique, vous discutez avec toutes sortes d'organismes, vous voyez toutes sortes de milieux différents. C'est quoi la part d'implication émotionnelle dans votre travail? Il est grand. Ouais. Il est grand. Mais sauf que ça aide justement à porter les dossiers. Tu sais, ça aide à les amener plus loin, ça aide à y croire, de vouloir contribuer, puis de le sentir que tu fais la différence pour des gens. Tu sais, honnêtement, c'est ça qui me guide là, à tous les jours. Là. Puis on le voit que c'est vrai parce que on fait pas justement des boîtes toutes pareilles pour faire du logement. On fait des projets pour des gens précisément avec une commande. On ne fait pas juste livrer des unités. On fait pas juste livrer des Pour unités. reprendre des portes. Des portes. Combien la porte? Non, OK. Pas le droit de le dire. Mais c'est vrai que le labeur émotionnel, pour moi, en tout cas, je trouve qu'il est beaucoup plus grand que quand j'étais dans une pratique plus conventionnelle. Puis, c'est important aussi de réfléchir aux mécanismes pour prendre soin de, puis comment prendre soin de cette charge émotionnelle-là, puis que ça devienne dans la limite du supportable. Ça amène les architectes à développer de nouvelles compétences qu'on peut appeler des compétences douces, là, des soft. Donc, l'écoute, l'empathie, l'humilité, une intelligence émotionnelle qui s'éloigne un peu du modèle architecte avec un gros ego puis qui est très affirmé sur la table. Donc, ouais, c'est ça. Ça touche aussi à la question de la rentabilité. C'est vrai que j'ai consacré beaucoup plus de temps à certains projets et j'ai fait beaucoup plus de visites de sites à cause du lien qui m'habitait avec mes clients que peut-être que d'autres pratiques ou d'autres types d'architecture appelleraient. Mais on ne compte pas vraiment ces heures-là. On n'y pense pas, on ne les calcule pas quand on prend nos décisions. Oui, c'est un fardeau supplémentaire, mais il y a aussi beaucoup de moments où ce lien émotionnel-là est très riche. J'aimerais ça terminer avec un pep talk de votre part, là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Si vous avez des solutions concrètes que les architectes peuvent poser dès maintenant, des choses qui sont simples, pas nécessairement des trucs compliqués ou quoi que ce soit, mais pour répondre, pour être plus engagé, pour être plus à l'écoute, Bref, ce serait quoi votre conseil, Élodie? Bien, on dirait que j'aimerais ça, peut-être que ça soit plus invitant au niveau des écoles d'architecture, de faire, tu sais, d'être invité pour différentes facettes. Tu sais, il y a des midis, il y a des conférences, mais je trouve que c'est quand même assez restrictif, puis c'est pas facile, exemple, de dire « Hey, j'aimerais présenter telle affaire ou telle affaire ». Je trouve que ça passe quand même par l'école. Ça, c'est un des premiers gestes. Puis, tu sais, d'avoir des personnes qui veulent bien... Tu sais, exemple, Instagram, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, nous, dernièrement, on a mis en place un Instagram au bureau. Puis, honnêtement, je vous dirais que les fondateurs de la firme, c'était par humilité, là, mais c'était... On va-tu vraiment faire un Instagram d'architecture sociale? T'sais, puis c'était pas du tout négatif. Là. Pour eux, c'était on veut pas faire de flafla puis de publicité avec l'architecture sociale. Parce on fait juste notre job. On fait juste notre job. C'était correct, puis moi, je trouve ça correct aussi. Puis ça a quand même joué sur mes valeurs un peu de firme, puis tout ça, de dire est-ce qu'on publicie nos projets sur Instagram puis on les montre? Mais c'est pour ça, exemple, que je le fais. C'est pour que ça soit plus connu qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment dans cette optique-là que je me dis, tous ceux qui ont accès aux réseaux sociaux maintenant, c'est fort, les réseaux sociaux. Puis si ça peut faire des petits pour justement que monsieur, madame, tout le monde ait plus accès
à qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas juste les magazines puis les prix d'excellence, il y a bien d'autres choses qui est intéressant de voir dans la pratique. Bien, je trouve que c'est quand même des petits gestes qu'on peut faire comme architecte en pratique privée pour montrer ce qu'on fait puis les publiciser d'une certaine manière avec humilité. Tu sais, juste montrer ce qu'on fait et non se vanter de ce qu'on fait. Il y a quand même, si la ligne est mince, là, mais on essaie de le faire de cette manière-là. Jean-Christophe? Élodie tu avais commencé en parlant du fait que la vocation sociale de votre firme est au cœur de votre identité et que ça attire certaines personnes aussi. Exact. Mais je pourrais dire que nous aussi, on vit ça, que ça attire certaines personnes qui vont réfléchir avec nous et qui, des fois, vont pousser notre pensée et nos intentions encore plus loin dans le concret. Moi, tous les propos que j'ai tenus ce soir, c'est sûr que c'est mes propos, mais c'est aussi les propos de tous les gens avec qui je discute à tous les jours au bureau, qui sont là pour nous encourager dans l'engagement et puis pour trouver des façons concrètes de vivre cet engagement-là. Donc voilà, je pense que la façon dont on pense notre pratique, c'est un mode d'action concret. Olivia, on termine sans beauté. Je pense que un des trucs que je me rappelle beaucoup tout le temps, quand je me pose la question de « OK, est-ce que je fais la bonne chose? Comment s'engager socialement? » c'est de se rappeler que la bonne recette pour moi, c'est la multiplicité des moyens. Fait qu'il faut un paquet de stratégies en même temps et différentes stratégies portées par différentes personne va fonctionner. Donc, de trouver la stratégie à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Puis même si on est dans un emploi, dans une pratique conventionnelle, on peut trouver une capacité d'action puis de pratiquer ça dans notre quotidien. Quand même, je crois beaucoup au fait de sortir aussi de la pratique conventionnelle puis d'essayer de sortir de la commande client pour avoir plus de liberté puis d'être dans des pratiques alternatives et de travailler de manière multidisciplinaire avec d'autres types d'expertise. Mais surtout, en fait, de ne pas oublier l'importance du plaisir puis de se poser des questions de c'est quoi les motivations derrière les actions que je vais prendre. Je pense qu'il y a des études qui montrent là, que les architectes, c'est pas la profession parmi les professionnels les plus heureux. Tu sais, ça peut être quand même aliénant, le travail d'architecte. Donc, de s'engager auprès de sa communauté, puis ça n'a pas besoin d'être relié à la profession d'architecte. N'importe quelle manière, puis on peut mobiliser nos compétences, nos connaissances, notre réseau d'architectes à plein d'autres activités, puis ça va éventuellement affecter notre manière de voir notre pratique, notre manière de comprendre l'espace, ça, c'est certain. Je confirme que vous nous avez amené... Je ne savais pas du tout où irait cette discussion-là ce soir, puis vraiment, vous nous avez amené ailleurs. Je suis vraiment content de vous avoir rassemblés autour de la table. Jean-Christophe, Olivia et Élodie, merci d'avoir partagé des témoignages au début du balado personnel et après ça, votre pratique professionnelle. Grégory, je sais pas, toi, on dirait que je m'attendais pas à ça. Oui, mais je suis vraiment super très content. intéressant. Vraiment très intéressant. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître ou en tout cas qui vont peut-être ressentir quelque chose en écoutant le balado. Vous allez peut-être transformer des vies, qui sait, ou des gens dans leur parcours professionnel. Greg, merci beaucoup du balado. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous. Merci à ceux qui nous écoutent aussi en ce moment. Toujours un plaisir de partager ces choses-là avec vous. Outil, notre partenaire également dans cette aventure Autres Perspectives. On vous invite à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux collectifs et abonnez-vous à notre balado parce qu'il y a d'autres épisodes à venir. Merci.